れが内葉マダラとの初めての出会いだった。Dans Naruto, il y a plusieurs mystères qui n'ont pas ou qui ont peu été expliqués au cours de l'œuvre. Mais très souvent, ces mystères peuvent parfois trouver une réponse dans les différents produits dérivés canons du manga. Particulièrement quand il s'agit de choses assez secondaires et donc de choses pas primordiales au développement des personnages et donc pas primordiales à l'œuvre. Cependant, parfois il s'agit de sujets qui ne nécessitent pas 10 ou 15 minutes de vidéo. Du coup, pour pallier à ce problème et pouvoir quand même en parler, j'ai décidé de faire des vidéos sur un mystère principal, en l'occurrence ici il s'agit de la mort de Hashirama, puis d'y ajouter plusieurs petits mystères bien moins longs pour en faire au final une vidéo complète. Alors, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, il y aura sûrement des mystères que j'ai déjà expliqués ou des questions auxquelles j'ai déjà apporté une réponse dans les vidéos antérieures. Bon, déjà, il y a sûrement plein de personnes qui n'ont pas vu ces vidéos et ne vous inquiétez pas, même pour ceux qui sont fidèles à la chaîne qui ont déjà tout vu, il y aura aussi plein de nouveaux mystères à chaque épisode. Enfin, j'espère. Parfois, ce seront des infos officielles et parfois, ce seront des théories. En tout cas, à chaque fois, je préciserai les sources, ne vous inquiétez pas. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ce sera un moyen pour moi de me laisser du temps entre les grosses vidéos sans pour autant disparaître de la plateforme pendant un mois. Je compte donc sur vous pour donner votre avis sincère sur ce nouveau format et pour me proposer d'autres questions ou mystères à répondre ou résoudre. Et aussi, vous me connaissez, j'ai bien parlé d'écriture des personnages, donc dans les mystères, je vais aussi, en plus de parler des mystères, rajouter un peu de tout ça, un peu de philosophie, un peu d'écriture du perso, un peu de développement, etc. Et donc, pour le premier épisode, aujourd'hui, j'ai décidé de rassembler 3 mystères que les gens considèrent comme inexpliqués ou que les gens ne comprennent pas dans l'univers de Naruto. Et parmi ceux-ci, il y a la fameuse mort de Hashirama. Et juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, particulièrement Twitter et Twitch. Twitch, on fait des lives souvent, donc on vous y attend. Et Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle de mystère dans Naruto. Les bouches dans les mains de Deidara. Deidara, sûrement un des personnages de l'Akatsuki les plus appréciés de l'œuvre. Alors malheureusement, contrairement à d'autres moments de l'Akatsuki, comme Kisame, Conan ou encore Nagato, on n'a jamais eu droit à un flashback pour notre bombe humaine préférée. Mais grâce à certains détails du manga papier, et à certains guidebooks officiels aussi, on peut déduire certaines choses du passé de Deidara. La première chose que l'on sait, c'est que c'était l'élève de Onoki, le Sandaime Tsuchikage. C'est pas dit dans l'anime, dans mes souvenirs, mais c'est précisé dans le manga au chapitre 514 par le narrateur. Et d'ailleurs, en parlant de l'anime, dans celui-ci, Kurotsuchi, la future Yondaime Tsuchikage, appelle Deidara Deidarani, qui peut être traduit par grand frère Deidara, mais de façon très familière. Du moins, si on se base sur mon maigre niveau en japonais, les experts me corrigeront si on a. Cependant, Kurotsuchi n'est sûrement pas la sœur de Deidara. Déjà, comme je l'ai dit, cette appellation est propre à l'anime et est donc non canon. Ensuite, Onoki étant le grand-père de Kurotsuchi, cela voudrait dire que c'est également le grand-père de Deidara, et ça, c'est précisé nulle part. Si c'était le cas, je pense qu'au lieu de parler de la relation maître-élève, le narrateur aurait plutôt mis en avant les liens parentaux entre les deux. Surtout que d'après le 4e databook, le Jinosho, Onoki est lui-même le petit-fils du Shodai Tsuchikage, du nom de Ishikawa, et donc si Deidara avait été l'arrière-arrière-petit-fils de Ishikawa, le Shodai, ça aurait encore plus fait parler, j'imagine. L'autre information qu'on a sur Deidara, et qui va mener au mystère de ses mains, vous verrez, c'est qu'il a sûrement fait partie de l'unité de dynamitage d'Iwa. Alors on sait que Gary en a fait partie et qu'il maîtrisait le Bakuton. On peut donc en déduire que Deidara en a fait partie, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi il a rejoint l'Akatsuki. Deidara a depuis un jeune âge sûrement été formé pour entrer dans cette unité dont le rôle est de faire exploser l'adversaire ou des édifices. Vous vous rendez compte, depuis petit, Deidara est formaté à faire exploser des gens. C'est une vision très forte je trouve, bien plus forte que juste tuer des ninjas. Ma théorie, c'est que pour pallier à cette vision d'horreur, Deidara aurait commencé à voir en ces explosions une forme d'art. Un art qu'il exerce, voyons donc comment il en est venu à cette conclusion. L'art est explosion. Il ne dure qu'un instant et c'est dans cet instant bref qu'il faut l'admirer. Je précise que c'est ma théorie, il n'y a rien d'officiel dans l'interprétation que je fais. Cependant, dans le 3e databook, le Shanosho, on nous apprend qu'avant de déserter Iwa, il volera un certain Kinjutsu, ou en français technique interdite. Et cette technique interdite, c'est l'art d'insuffler le chakra dans les objets inanimés, ou plutôt
des substances. Il est d'ailleurs aussi précisé qu'avant d'être trouvé par l'Akatsuki, il vendra ses services aux plus offrants, ce qui veut dire qu'il commettait des actes terroristes sous commande et en soi c'est pas très différent de son taf de base à l'Akatsuki. Parce que oui, avant de vouloir collecter les bijoux, l'Akatsuki est avant tout une organisation de mercenaires qui exécute les basses besognes pour des clients qui sont parfois les 5 grands pays et qui en échange reçoit de l'argent. En comprenant que les techniques de Deidara consistent à combiner ce Kinjutsu qu'il a volé avec son Kekkei qu'il a depuis la naissance, le Bakuton. Petit rappel, le Bakuton, c'est l'art de mélanger l'élémentaire, donc le Doton, avec l'élément foudre, donc le Raiton. Et au passage, c'est assez cocasse puisque le Doton est faible face au Raiton, mais bon, peu importe. Et c'est en mélangeant les deux qu'il forme son argile explosif. Mais comprenez bien, la capacité que Deidara a volée, ce n'est pas de faire exploser des trucs. Ça, c'est un don de naissance. La capacité qu'il a volée, c'est d'insuffler son Bakuton dans son argile. Du coup, avec ces infos, selon moi, là c'est théorique, les bouches qu'il a sur ses mains font partie du Kinjutsu qu'il a volé, puisque c'est à partir de là qu'il insuffle du chakra dans ses créations. Et d'ailleurs, c'est dit qu'il a volé l'art d'insuffler du chakra dans ses créations. Et comment est-ce qu'il insuffle du chakra dans ses créations? Bingo, avec les bouches dans ses mains. C'est donc totalement logique en fait. Et voilà, pour moi, c'est une déduction, comme j'ai dit, qui est logique avec les éléments qu'on a dans les différents guidebooks. Une dernière précision, je vois déjà certains venir me dire que des shinobi classiques sifflent leurs éléments dans leur chakra comme Asuma ou Killer Bee par exemple. Oui, sauf que Asuma et Bee enveloppent leur chakra Futon et Raiton autour de leur lame. Deidara, lui, met du chakra à l'intérieur de l'objet. C'est pour ça que ceux-ci agissent presque comme des êtres vivants. Itachi a-t-il tué des enfants? Uchiha Itachi, sûrement l'un des persos les plus appréciés de l'univers de Naruto. Si Itachi est autant apprécié au-delà de son flow et de son charisme légendaire, je pense que c'est avant tout son histoire, son écriture et la philosophie que représente cet homme. Celui qui s'est sacrifié et qui a sacrifié les siens pour un bien commun. Celui qui a décimé son clan pour que les autres puissent vivre. Il alla jusqu'à tuer les personnes qu'il côtoyait quotidiennement. Oui, parce qu'au-delà d'avoir tué ses propres parents, sa propre copine et sa belle-mère, Itachi a tué ses aînés. Des gens qu'il saluait sûrement tous les jours en quittant sa maison, et ce depuis tout petit. Et en plus d'avoir sacrifié toutes ces personnes, il acceptera d'être traîné dans la boue par les personnes pour qui il a commis toutes ces atrocités. Et justement, c'est ça que Sasuke ne supporte pas. Il ne supporte pas qu'à cause de la rancœur vieille de centaines d'années, rancœur avec lesquelles lui et son frère n'ont rien à voir, il ne supporte pas qu'à cause de ça, son frère doive se sacrifier. Il faut aussi ajouter à ça que la façon dont Obito lui raconte l'histoire y est pour beaucoup. Il insiste beaucoup sur le fait que ce soit des dirigeants qui sont responsables, et parfois il minimise même les actes du clan Uchiha qui pourtant n'étaient pas blancs dans l'histoire. Pour être clair, il a clairement manipulé Sasuke et voilà, faut pas passer par 4 chemins. Du coup, est-ce que Itachi a tué des enfants? Théoriquement, la réponse est non. Dans les deux romans, Itachi Shinden Book of Bright Light et Book of Dark Light, plus particulièrement dans le 10e, donc Book of Dark Light, on a une information en plus qui n'est pas dans l'anime. En effet, dans les romans, plus particulièrement dans le 10e encore une fois, c'est Obito qui s'est occupé des jeunes et des femmes là où Itachi s'est chargé du reste, à savoir les hommes. En fait, si je me souviens bien, Itachi voulait réunir tout le monde dans une espèce de zone et s'occuper de toutes les personnes présentes dans la zone. Mais c'est Obito qui lui a dit de le laisser s'occuper des femmes et des enfants et vous ne devinerez jamais la raison. Parce que certains sont peut-être tentés de penser qu'il a dit ça pour, je sais pas moi, préserver la santé mentale de Itachi, mais Kenini. Il a dit ça parce qu'il pensait que son Kamui serait beaucoup plus efficace contre les gens qui crient et qui hurlent. Ce sera donc beaucoup plus discret. C'est un putain de malade ce mec. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, il ne va pas bien. Il ne va vraiment pas bien. Bon, en soi, il n'a pas tort, hein, mais c'est horrible de penser comme ça. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Genre, si un gosse crie, par exemple, il pourra envoyer son corps, ou pire, juste sa tête dans la dimension de Kamui. Avec Kakashi, d'ailleurs, on a vu que c'est possible de démembrer ou décapiter quelqu'un avec cette technique. Donc ça passe. Cependant, il faut noter que Itachi a quand même tué sa copine Izumi et la mère de celle-ci. Mais rassurez-vous, il n'a pas massacré de gosses. La mort de Hashirama Senju. Et voilà, on arrive donc au mystère principal de la vidéo, la mort de Hashirama. Hashirama est le fondateur de Konoha. C'est celui qui a su unifier plusieurs clans sous une même bannière et donc c'est celui qui a permis de stopper pendant un moment les conflits qui régissaient le monde ninja. Il est même dit que c'est sous son influence que d'autres clans l'ont imité et donc ont formé d'autres villages. Le rôle de Hashirama est primordial dans Naruto. Au-delà d'être le fondateur de Konoha, comme on vient de le montrer,
C'est également le premier à avoir été animé par la flamme qui permettra au village de subsister dans le temps, la Hi no Ishi, aussi appelée la volonté du feu. Cette volonté qui traverse les âges et qui ne vieillit pas, quelle que soit l'époque. Hashirama et Tobirama l'ont transmis à Hiruzen, qui l'a lui-même transmis à ses élèves jusqu'à arriver au Nanadaime. Naruto, qui lui aussi a transmis cette flamme à son fils Boruto, et ainsi de suite. Quand Sasuke a ce débat avec Naruto, si est-ce qu'un ninja est et restera toujours un ninja, il parle justement aussi de cette volonté du feu. La conclusion de leur débat coïncide avec mon propos d'ailleurs. Un ninja restera toujours un ninja, quoi qu'il arrive et quelles que soient les avancées technologiques. C'est pour ça que le propos de Boruto, qui veut opposer le nouveau monde voulu par Kawaki à l'ancien qu'incarne Boruto, est méga intéressant selon moi. Mais au fond, que représente réellement cette fameuse volonté du feu? Eh ben, c'est une philosophie de vie. Un espèce de credo qui dicte la vie de ceux qui la portent. C'est l'idée que les habitants de Konoha, dans leurs différences, sont un et indivisibles. C'est aussi l'idée que les shinobi doivent se battre pour protéger les plus faibles, notamment les enfants. Mais pour être plus clair, c'est l'idée que l'union fait la force. C'est donc une façon de défacer les clivages claniques. J'ai dit que c'est Hashirama qui en était l'inventeur, mais en réalité, on devrait plutôt dire que c'est Ashura Otsutsuki, fils cadet du Rikudo Sennin, qui en est l'investigateur. Ashura qui vit en Hashirama et en Naruto. Preuve que, comme je le dis encore une fois, la réincarnation dans Naruto est avant tout philosophique plus que autre chose. Mais bon, j'ai déjà évoqué ce thème dans la vidéo sur la fin de Naruto, donc si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que la réincarnation est totalement logique et en accord avec le récit, allez voir celle-ci. Mais du coup, comment est mort le grand Shodaime Hokage? Je vais vous faire un petit topo sur tout ce qui est officiel. Dans le premier databook, le Rin no Sho, on nous dit ceci. Le fondateur de ce qui est devenu le grand village caché des feuilles. Revenons à environ 60 ans à partir de maintenant. Un shinobi avec une puissance exceptionnelle a rassemblé un grand nombre de shinobi et a établi un nouveau village. Ce shinobi était le premier Hokage, le fondateur du village caché des feuilles. Cependant, c'était une époque où le monde était en guerre. Et dès que le village commençait à prospérer, il y perdit la vie. D'ailleurs, la nativité d'un monde d'arbres, l'art d'invoquer les arbres et les plantes, était le ninjutsu caractéristique du premier. Donc en gros, ce qui est dit, c'est qu'environ 60 ans avant le début de l'histoire de Naruto, Konoha a été créé sous la tutelle de Hashirama. Ça, on le savait. Mais on dit qu'à ce moment-là, le monde était en guerre, mais que dès que le village prospérait, il mourit. Certains me diront, bah ça veut dire qu'il est mort pendant la première grande guerre ninja. En plus, il est mort en un combat, donc ça coïncide. Oui, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Parce que oui, il est dit que quand il formait le village, le monde était en guerre. Mais ça, à travers les récits de Obito et de Hashirama, on le savait déjà. La première grande guerre ninja n'a eu lieu que après la fondation du village. Mais il est dit qu'il est mort quand le village prospérait. Je trouve ça très bizarre que le village prospère alors qu'il y a la première grande guerre ninja, ça ne fait pas de sens pour moi. Ensuite, le databook dit ceci sur Tobirama, le frère cadet du premier Hokage qui a posé la première pierre du village grâce à son formidable leadership. Le second est le frère cadet du premier par le sang, qui a hérité du dernier souhait de son frère et a été appelé Hokage après la mort du premier. Il s'est efforcé de fonder l'académie et d'établir le système d'organisation du village. Cependant, peu de temps après, la guerre mondiale shinobi a éclaté. Il confia à son successeur le vœu de suppression de la guerre et de la prospérité du village et mourut noblement. Vous voyez, ici on dit que peu de temps après que Tobirama ait pris le pouvoir, la première grande guerre ninja éclata. Et surtout, il est dit que Tobirama pris le pouvoir après la mort de son frère. Donc par déduction, la première grande guerre ninja a éclaté après la mort de Hashirama. Donc Hashirama n'est pas mort pendant la première grande guerre ninja, contrairement à son cadet. Du plus, on sait qu'il y a eu des petits conflits autres que les grandes guerres, et c'est pour régler ce genre de conflit que Hashirama distribuera les bijou. Alors, selon moi, la théorie la plus probable, c'est qu'il ait eu une mort comme celle du Sandaime et Raikage. C'est-à-dire qu'il est mort en protégeant des coéquipiers à lui pendant une grande bataille, où vraiment tout le monde s'est mis sur lui, ou un truc du style. En tout cas, c'est ma théorie, puisqu'il est mort en tenue de combat. Ah, et pour ceux qui pensent qu'il est peut-être mort face à Madara, ce n'est pas possible. Déjà, son habit est à moitié déchiré pendant son combat. Quand il revient avec les Dotensei, tout son uniforme est au complet. Bon, c'est pas non plus le plus gros argument, hein, mais déjà c'en est un. Et surtout, après son combat contre Madara, on voit Hashirama s'écrouler de fatigue, mais à aucun moment, on nous laisse soupçonner une quelconque mort. De plus, il stipule à Sasuke qu'il a tué Madara et qu'il en est sûr et certain. Tout ça sans mentionner le fait qu'il soit lui-même décédé à ce moment-là. On peut donc écarter cette possibilité. En plus de ça, selon moi, ce n'est pas précisé, la réunion où il distribue les bijoux a lieu après son combat contre Madara. Et je pense ça pour une raison toute simple. C'est que à ce moment-là, Kyuubi était sûrement en possession de Konoha.
Et c'était sûrement le cas parce que l'équilibre de force n'aurait sûrement pas été respecté et que Noah aurait été en déficit. Ça n'a aucun sens. Ils vont donner des bijoux à des gens alors qu'eux-mêmes ils en ont pas. Alors oui, Hashirama, pacifiste comme il est, il l'aurait peut-être fait. Mais Tobirama, jamais de la vie. Je vous rappelle que Hashirama a voulu donner les bijoux gratuitement aux autres villages. Et Tobirama s'y est opposé. Il ne laissera jamais la plupart des villages avoir de bijoux. Alors que eux, ils en ont 0, c'est impossible. Et d'après les paroles de Kushina, Mito a enfermé Kurama en elle pendant le combat de son époux face à Madara. Donc encore une fois, tout concorde, ce n'est sûrement pas face à Madara qu'il est mort. Voilà donc comment le Shodai Hokage a peut-être fini sa vie. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'hab, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, le petit partage. J'attends avec impatience vos retours sur ce genre de format, ne vous inquiétez pas, les plus gros formats arrivent. Il y en aura moins que peut-être avant, parce que je vais aussi prendre plus de temps à les faire, donc ce sera bénéfique, vous inquiétez pas, vous allez kiffer. J'ai sorti une vidéo qui a pas super bien marché sur la résurrection d'Obito, comment est-ce qu'il a fusionné Kakashi, comment est-ce qu'il est revenu à la vie, etc. Donc si ça vous intéresse comme sujet, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets en annotation de fin de vidéo, ça ferait plaisir en tout cas. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres mystères à résoudre comme je l'ai déjà dit. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.